Bon, Benoît, tu es dans les starting blocks. Ouais, je suis prêt. Bonjour à tous. Bon, on On, peut commencer et on puis va, si les gens on peut arrivent, peut-être commencer doucement. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, déjà, je tenais à vous remercier à tous d'être présents pour cette présentation. Pensez bien à couper vos micros. Et je tenais également à vous dire que cette présentation va être enregistrée pour pouvoir diffuser le replay derrière sur les réseaux. Donc, moi, je me présente, Johan Mazelier, cofondateur d'Alcima. Alcima, on est une entreprise qui accompagne l'industrie pour intégrer la technologie de l'imprimante 3D. Et aujourd'hui, le webinaire va avoir pour objectif de vraiment comprendre l'importance de la technologie sur l'organisation et sur l'ensemble des process qu'on va retrouver dans une industrie. Vous allez voir à travers cette présentation que l'imprimante 3D, on n'est vraiment pas sur un jouet, mais on est sur un véritable procédé stratégique pour l'industrie qui va avoir de nombreux impacts. Voilà, aujourd'hui, je vais laisser Benoît se présenter. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc moi, Benoît Reynaud. Je suis client Alcima depuis, on va dire, 2 ans à peu près. Voilà, je travaille dans l'entreprise Monnaie Décolletage, je fais partie du groupe Ekeim. Et on est dans l'usinage. Voilà, on est fournisseur de pièces usinées, voilà, petites et très grandes séries. On va de 10 pièces à plusieurs millions de pièces par an. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on utilise l'impression 3D. Voilà pour la présentation. Et là, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que ça change dans notre industrie. Enfin, et en fait, les nombreux leviers qu'a cette technologie. Alors, hop. Donc déjà, cette technologie, globalement, si on fait d'un point de vue global, en fait, ça permet d'accélérer et de simplifier beaucoup de choses dans notre travail du quotidien. Alors, le premier point, il y a plusieurs points. Enfin, moi, j'appelle ça un petit peu, si on voit une vision systémique, il y a plusieurs secteurs d'entreprise qui sont impactés par cette technologie. Donc, production est le principal, on l'abordera en dernier, mais tout le reste de l'entreprise est impacté également. Donc déjà, on va dire le premier pilier, c'est au niveau marketing. En réalité, cette machine, quand on intègre cette machine, on communique à nos clients, à nos fournisseurs, enfin à tous les gens qui vont venir traverser l'entreprise, qu'on est une entreprise qui continue d'investir, qui innove, enfin qui va se donner les moyens d'accélérer ses processus de développement, qui travaille sur les coûts aussi, parce qu'on va voir, en fait, l'impression 3D, ça permet vraiment d'optimiser des coûts de fabrication de pièces, mais pas que, aussi au niveau des projets. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc, en fait, avec cet investissement, tout simplement, on met quand même on met un sacré coup de vernis à l'image de l'entreprise qu'on peut véhiculer. Voilà, c'est vrai qu'on peut visiter des fois des entreprises, voilà, qui sont un peu, pas forcément vieillissantes dans leurs machines, mais qui peuvent avoir des machines neuves. Mais le fait d'avoir une imprimante 3D, les gens qui travaillent en disent « Ah, vous avez une imprimante ?» Ah ouais, et en fait, on sent qu'ils se disent « Bon, ok, on est sur une entreprise qui continue de vivre, qui continue de grandir. » Donc ça, c'est assez rassurant pour des clients, pour tous les gens qui peuvent traverser. Voilà pour la partie marketing. On est aussi sur du 4.0. Alors, 4.0, c'est pas forcément à plein dans le 4.0, mais ça peut être assimilé en disant, OK, il n'y a pas de connexion, on va dire, mais ça peut être assimilé en disant, OK, on est dans la digitalisation d'une certaine manière. Voilà pour le marketing. Après, au niveau des commerciaux, très utile. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des prototypages rapides pour la fabrication de nouvelles pièces. Ça permet de dépanner des clients sur des projets. C'est-à-dire que des fois, il y a des clients qui disent le client va concevoir une pièce qui n'est pas forcément pour nous d'ailleurs à l'origine. Et puis, il va se dire tiens, si on pouvait l'avoir, je sais qu'un tel, il a une imprimante, on va leur demander. Parce qu'aujourd'hui, finalement, pas tant de gens que ça sont encore équipés avec des imprimantes. Voilà. Et donc, toujours sur le prototypage rapide, en fait, ça permet de montrer aux clients à moindre coût. On peut montrer à des clients qu'on est vraiment impliqué dans un projet sur lequel on va être consulté. Pourquoi? Parce que le client il va nous envoyer un step, il va nous envoyer un plan, et par exemple, on peut aller le voir, et on a déjà une pièce qui nous a coûté
très peu d'argent à fabriquer, mais en fait, on va communiquer une image de dire, bah voilà, votre pièce, on l'a vraiment pris en considération, on l'a fabriquée, on l'a étudiée. Ça, c'est un premier point. Et après, l'autre point intéressant, c'est que au niveau commercial, quand on est impliqué directement, on va dire, à l'initiative d'un projet avec la R&D, eh ben, ça peut permettre beaucoup plus facilement de discuter avec ces gens en disant, bah, vous nous proposez cette pièce-là, OK, les fonctions de cette pièce, c'est ça, mais nous, ça nous arrangerait de la fabriquer comme ça. Et regardez, on vous a fait un proto, voilà, enfin, concrètement dans les mains, voilà, nous, ce qui nous irait bien à fabriquer, ce qui nous irait mieux. C'est-à-dire qu'on on est plus impactant sur les propositions de solutions que juste avec un plan. Voilà. Et du coup, bah, c'est un point de départ, ça peut permettre de créer des partenariats beaucoup plus solides avec les clients, puisque ben, quand on est intégré directement au niveau de la R&D, des fois, on est au courant des projets avant même avant même qu'il y ait des fois qu'il y ait eu des consultations de prix ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà pour les gros leviers qui est au niveau de la partie commerciale. Ensuite, tout ce qui va être financier. Alors, au niveau des coûts, on va parler. Donc, la première chose, effectivement, ça va être les coûts de production. Il y a des pièces qu'on utilise, enfin, nous, dans la mécanique, il y a des pièces qu'on utilise tous les jours et qu'on achète. Et aujourd'hui, en fait, on les imprime nous. Alors, il y a deux choses. On les imprime nous. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des pièces qu'on achète régulièrement qui coûtent une vingtaine d'euros la pièce. Aujourd'hui, les pièces, nous, elles nous coûtent 20 centimes. Et en plus de ça, vu qu'on a des matériaux qui sont plus adaptés finalement à nos environnements, et ben, ces pièces qui s'usent généralement, et ben là, elles ne s'usent plus. C'est-à-dire qu'on gagne dans les coûts, mais aussi en durée de vie, en stabilité, et éventuellement aussi, on va dire, en spécifique, avec une pièce beaucoup plus précise, enfin, beaucoup plus en attente avec notre besoin. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on a sur le marché correspond à 90% de notre besoin, mais les 10% qui nous manquent, et ben, avec de l'impression 3D, ils sont très facilement prenables. Voilà. Et donc, ça, c'est pour les coûts. Et après, il y a tous les coûts annexes qui sont, quand on cherche une pièce ou quand on fabrique une pièce spécifique, ça va être les coûts de mise en plan, parce que là, des fois, une mise en plan, ben, c'est plus long que dessiner la pièce. Si c'est une pièce technique, il va avoir une bonne mise en plan pour bien communiquer à un fournisseur ce qu'on veut. Ça peut être compliqué, ça peut être source d'erreur. Donc, ça n'existe plus en impression 3D. Après, il va y avoir tout ce qui est les coûts de recherche de fournisseurs, parce que des fois, rechercher le fournisseur qui va pouvoir nous faire la pièce, ben, c'est compliqué. Après, ce fournisseur, il faut qu'il soit encore dispo. On est vite sur des délais très longs. On parlera un petit peu de tout ça après en termes de projet. Voilà. Mais du coup, là, les délais, c'est-à-dire que si la pièce, par exemple, le lundi, on dessine la pièce. Au dernier carat, le mercredi, on peut avoir notre pièce qui est dispo, si c'est vraiment une grosse pièce. Ou sinon, ça peut mettre 20 minutes, une demi-heure après. Donc, en délai de réactivité, on est bien meilleur. Et puis, on fait sauter tous les freins administratifs qu'il peut y avoir dans certaines sociétés. C'est-à-dire, il faut que le chef du chef signe la demande d'achat. En fait, là, on va rendre. En fait, les équipes, comme c'est beaucoup plus autonome que le coût financier, la prise de risque pour fabriquer une pièce, elle est vraiment minime. Et ben, on rend les équipes autonomes et tout de suite, on fait sauter plein de. On reviendra sur les projets, mais dans un processus d'achat, alors si c'est une petite pièce, il n'y a pas de souci, mais si c'est quelque chose de spécifique, des fois, les processus d'achat sont tellement longs que les projets sont abandonnés. Et ben là, en réalité, on revient sur des délais qui sont en jours, quoi, même en heures des fois. Voilà. Et puis ensuite, tout ce qui est prototypage, ça, c'est assez intéressant aussi parce que quand on a des pièces spécifiques qu'on fabrique, on n'est pas toujours sûr de notre coût. Et là, du coup, comme on peut avoir une pièce dans les mains, on les teste même avant de les utiliser. Alors, pas toujours en fonctionnement parce que, en tout cas, sur de l'impression plastique, des fois, ce n'est pas adapté. Surtout dans les métiers de l'usinage, ce n'est pas adapté. Mais au moins, on peut tester l'encombrement d'une pièce. Quand on discute avec le fournisseur, pareil, on va dire, OK, la pièce, c'est vraiment ça. Voilà, vous l'avez dans les mains, vous voyez à quoi elle ressemble. Ça évite beaucoup de mésententes ou d'incompréhension. Donc là, il y a vraiment des énormes leviers financiers. Ensuite, tout ce qui va être système de décision. Alors, ça va recouper un peu. Pourquoi? Parce que alors là, on va penser un petit peu amélioration continue. Souvent, il peut y avoir plein d'idées pour améliorer, pour résoudre un problème, pour améliorer un process, pour tous les problèmes pour toutes les petites voix qu'on entend quand on traverse l'atelier le matin. Ah ben, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça, ça se serait mieux comme ça.
ou aussi des débats des fois entre personnes, bah, moi je pense que c'est ça la meilleure idée, l'autre, bah non, c'est ça la meilleure idée. Et ben là, en fait, comme le coût de réalisation des pièces, enfin, quand je te parle coût, c'est-à-dire conception et fabrication de la pièce sont très faibles, et ben, on peut très vite aller dire, bah, ok, on teste les deux, ou ok, tu as ça, enfin, t'as ça comme souci, ben, fais-moi un petit schéma au crayon de papier de ce que tu souhaites, on imprime, et dans 10 heures, tu as ton truc. C'est-à-dire que en fait, il n'y a même plus forcément besoin de prendre la décision de se dire, OK, est-ce que je fais l'effort? Allez, on va repartir un peu sur le mode projet de trouver un fournisseur, définir mon besoin, faire mon cahier des charges. En fait, tout ça, ça n'existe plus. Sur plein de petites problématiques, elles sont gommées instantanément. Voilà. Ça va permettre ça. Ensuite, ça va permettre également, on a une idée, on n'est pas sûr qu'elle marche, mais si on veut la mettre en œuvre, ça coûte une fortune. Et ben là, on va dire, OK, on peut tester. L'idée, on peut la tester. Et voilà, si on va dire, allez, enfin, le coût de test reste très faible. Du coup, on peut vite dire, OK, cette idée, c'est bon, c'est pas bon, ça marche pas. Voilà. Et après, ça va permettre, alors, toujours, il y a souvent des projets en fait qui sont abandonnés parce qu'on n'ose pas prendre le risque d'investir pour un résultat qui n'est pas certain. Et ben là, en réalité, on teste, et puis une fois, on teste pour 3 fois rien. Et après, bah, si on doit faire fabriquer une pièce en inox ou des choses un peu plus compliquées, en tout cas, on sait que le concept, il est bon. Et du coup, on a beaucoup moins de freins à aller mettre en place une solution. Donc voilà, donc ça, tout ça, en fait, ça va vraiment être enfin, ça va vraiment permettre de faciliter les décisions ou d'accélérer les décisions. Voilà. Donc C'est le là, droit ouais. à l'erreur. Pardon? C'est le droit à l'erreur. On est capable de quantifier le droit à l'erreur. Exactement. On va en parler un peu plus dans la partie RH, mais en fait, on peut en parler tout de suite. Ça, en fait, ça permet d'inculquer un petit peu une philosophie, une culture dans les entreprises de learn to learn. C'est-à-dire, on a le droit d'essayer et de se tromper, en réalité, parce que l'erreur ne coûte pas cher. Et au contraire, en fait, ça va permettre de faire plein d'itérations. On a une idée, on la teste, ah bah non, finalement, ça ne marche pas, ok, il faudrait qu'on modifie ça, on recommence. Et en fait, ces itérations rapides permettent d'arriver à des solutions plus abouties. Voilà. Et du coup, bah, ça rejoint un petit peu là le fait des fois, on a des réunions en disant, OK, la solution, ce serait ça, ça serait ça, ça dure des heures et des heures. Et ben, là, on va dire, OK, on essaye, et après, on sait qu'on pourra détruire, on sait qu'on pourra refaire s'il faut. Et du coup, enfin, quand on calcule des fois le coût d'une réunion avec des personnes qui sont autour d'une table, bah, la réunion, des fois, en fait, on ne prend pas la décision, alors que la réunion, elle coûte plus cher que réellement ce qu'il aurait fallu investir. Là, ça, on vient attaquer fortement cette perte. Voilà. Et donc là, bah, c'est la conclusion, en fait. C'est un faible effort de réalisation et des délais très courts qui encouragent la prise de décision. Voilà. Donc là, sur les systèmes de décision, c'est vraiment confortable. Dans mon cas perso, je vois encore hier matin, là, je traverse l'atelier, j'ai une personne qui me dit, ah, il me faudrait ci, il me faudrait ça. En fait, je ne me suis même pas pris la tête. Je dis, bah, fais-moi un petit schéma au crayon de papier de ce que tu veux, je te le fais, tu l'as dans 4 heures, et dans 4 heures, on teste, et si ce n'est pas bon, on recommence. Et en vrai, le coût d'impression de la pièce était peut-être d'environ, allez, je sais pas, peut-être 50, 60 centimes. Il y a eu 20 minutes de dessin, voilà, et s'il faut retoucher, il y aura plus que 2 minutes et on aura encore 40 centimes de matière. Et en fait, la pièce après, elle va être faite, et en plus, elle sera fonctionnelle sur le long terme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'Alcima nous propose des super bonnes matières. On en parlera un peu après, mais ça, c'est important. Voilà. Donc, système d'information. Alors, pourquoi? Parce que du coup, alors, en tout cas, dans nos structures, on a qu'une imprimante actuellement, même si une deuxième serait bien utile. Mais en réalité, on a différents secteurs. Et les secteurs ne communiquent pas toujours ensemble sur leurs problématiques parce qu'elles sont un petit peu différentes. Mais par contre, vu qu'il y a cette imprimante qui a un point central où il y a quelqu'un qui s'en occupe, il y a quelqu'un qui va dire, bah, tiens, moi j'ai cette problématique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À dire, ah ben attends, les voisins, ils ont fait ça. On peut copier l'idée, tiens, va discuter avec eux. Et finalement, ça permet de créer du dialogue entre des personnes qui n'auraient pas forcément, qui n'auraient pas forcément eu des points communs à un moment. Et en réalité, bah là, il y a eu un tel qui a eu cette idée, on va la reprendre, on va la copier, on va l'améliorer, on va l'adapter. Et ça, c'est c'est quand même générateur de valeur et voilà, et de communication dans une entreprise. Système d'information. Donc après, on va parler RH. Alors, on a un petit peu abordé le sujet. On revient un peu comme le marketing. Si on se bat pour recruter un talent, il faut imaginer que s'il va dans une entreprise, voilà, un peu, en tout cas, pas sexy, j'ai envie de dire, par ses équipements, et puis il va dans une entreprise où voilà, il y a des jolies imprimantes. Donc, elles sont très bien, ces imprimantes, elles font des jolies petites couleurs et tout, c'est joli.
et ben, hop, tout de suite, il y a une image. Donc là, ça peut éventuellement être une aide pour la prise de décision d'un futur recrutement. Ça renvoie l'image d'une entreprise qui investit, ça c'est plutôt positif. Et surtout, le point très important, c'est ça, c'est qu'on permet aux personnes de reprendre de l'autonomie parce que finalement, on leur, comme, comme je disais tout à l'heure, le fait de créer quelque chose n'est pas très coûteux. Et ben finalement, on peut sans problème demander à des gens, dire, OK, tu as une idée? Et ben écoute, on ne va pas discuter l'idée 100 000 ans, teste ton idée. C'est bien ou c'est pas bien? Non. Bah, OK, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer? Et en fait, ça permet de redonner, en tout cas, ça facilite l'autonomie des personnes, voilà, ou même d'un secteur. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, euh, mais moi, je suis persuadé que même un secteur qui a une imprimante dédiée pour ce secteur, finalement, ça va permettre comment dire, de gagner en autonomie, de moins toujours être demander des services au service achat, demander des services aux méthodes. Bah, des fois, il y a des choses qui peuvent se résoudre comme ça, de façon autonome, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà pour la partie RH. Système de management, bah, ça fait une belle transition. Voilà, on facilite le learn-to-learn, ça on en a parlé. On encourage la créativité, on encourage l'autonomie. Enfin, ce qui est important, parce que au final, c'est ce qui fait, enfin, en tout cas pour moi, ma vision des choses, c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, la richesse d'une entreprise. Si on a des gens qui sont capables d'être autonomes, de répondre à leurs propres besoins, de trouver des astuces pour être plus performants et qui puissent le faire tout seul, et ben c'est génial parce que sinon, après, on va surcharger des fonctions support qui comprennent le problème des fois qu'à moitié ou qui vont emmener une solution bien pensée, mais qui ne va pas forcément être acceptée par la production parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient en tête. Voilà, et ben, là, en fait, on crée vraiment un cercle vertueux, on va dire, d'amélioration continue. Voilà, et puis faciliter les prises de décision, on en a déjà parlé. Voilà, et puis pour terminer, la production, ouais. Alors, on va revenir, donc la production, c'est quand même là où on a un impact très fort. Le principal, on va gagner en délai sur la réalisation des pièces. Ça, c'est extraordinaire parce que quand on travaille, alors pour des gens qui sont montés à l'année, c'est un petit peu différent, mais pour des gens qui travaillent par série, et des fois, tiens, j'aurais besoin je sais pas, d'un truc pour ranger mon tournevis. Soit je l'aurai peut-être dans 3 semaines, soit on va dire, OK, le posage, c'est un bout de carré à dessiner, 3 trous à faire sur SolidWorks ou sur n'importe quel logiciel de dessin. Hop, je le fais et demain matin, si je lance ce soir, demain matin ou même cet après-midi, j'ai mon posage et c'est fait et j'en parle plus. Voilà. On va avoir également des gains en productivité importants. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir concevoir des choses qui n'existent pas sur le marché, vraiment adaptées à nos machines, adaptées à nos process. Et ça, c'est juste génial. Je dis n'importe quoi, je veux un posage pour faire un marquage laser dessus, orienter ma pièce à 37,5 degrés, qu'elle soit calée d'une certaine manière, et hop, je peux le faire. Je veux une cale parce que j'ai besoin d'une cale sur ma machine, ou des morts de serre, ou sur un robot, je veux un système de préhension, une soufflette qui a une position, qui oriente dans une position très particulière. Et voilà. Et là, je vais pouvoir imprimer mon bout de tuyau, je vais pouvoir imprimer ma cale à la forme exacte de ce que je veux et de façon très rapide. Et donc là, en fait, on va gagner en productivité parce que plein de petits, on va dire, irritants du quotidien sont facilement résolvables. Voilà. En termes de management, on en a déjà parlé, ça simplifie énormément en fait, la résolution des problèmes, donc ça simplifie le management et les gens deviennent autonomes. En termes de qualité, alors qualité, méthode, là, ça c'est génial parce que quand on a des non-conformités fournisseurs ou quand on a des optimisations à faire, finalement, on a un outil qui nous permet de fabriquer des pièces à long terme ou sinon au moins de tester, de faire des propositions très rapides. Et du coup, on revient un peu sur le système de décision, c'est toujours tout ça. C'est un ensemble, cette production, mais ça permet vraiment de simplifier les échanges. Ça, c'est génial. Et ensuite, des gains en euros parce que il y a plein de pièces qui seraient très coûteuses à faire. Ou même, je dis n'importe quoi, par exemple, tiens, il manque un joint, il y a un joint qui a brûlé, qui est foutu sur une machine. Tiens, ce joint, j'ai 15 jours de délai pour l'avoir. Attends, pas de problème, on imprime, on va l'imprimer. Peut-être qu'il durera une semaine, ou un joint ou une courroie, peu importe, des petits accastillages comme ça. Qui ne dureront peut-être pas 6 mois, mais en tout cas, ils vont nous permettre de continuer de tourner pendant
pendant une semaine, 3 jours, enfin ça dépend. Et pour la petite parenthèse, moi j'ai déjà imprimé des joints et ils sont toujours en place et on les a pas changés depuis 2 ans. C'était un des premiers trucs qu'on a eu. Enfin, moi j'ai des joints qui avaient été foutus. Et ben hop, on avait 3 semaines de délai, on était arrêté. Là, on les a imprimés 10 heures après, la machine elle redémarrait quoi. Le lendemain en fait. Voilà. Et donc les projets, là j'arrive un petit peu sur les projets. Donc ça c'est production, mais ça peut jouer sur toute l'entreprise. J'avais dit que je reviendrais un petit peu dessus. Voilà, moi ça va résumer un petit peu cette présentation. En gros, on a un besoin spécifique, un problème à gérer. Aujourd'hui, actuellement, si on fait un process, on va dire, de comment on va se résoudre ce problème, sans imprimante 3D, ça va ressembler à ça. On va avoir une personne qui va nous signaler une problématique, un besoin. On va avoir un manager qui va devoir gérer ça derrière, qui va distribuer. Alors, peut-être qu'il y en a plein la tête, il va se dire, OK, ça, en fait, ce n'est pas prioritaire, donc on laisse tomber. Ce qui va nous emmener des fois à, à ce que les personnes en production ne déclarent plus les problématiques. En fait, bon, moi, ça fait 3 fois que je dis souci, il n'est pas réglé. En fait, ça n'intéresse personne. Tant pis, je continue de travailler en mode dégradé. Et puis, de toute façon, ce n'est pas mon problème. Voilà. Ou sinon, ça va être délégué à une fonction support qui, elle, va devoir proposer une solution. Et après, il va devoir faire de la conception, ou peut-être qu'il va abandonner parce que le problème, ça ne lui paraît pas important, ou enfin, le ratio effort-rendement lui paraît, comment dire, pas raisonnable. Il y a d'autres priorités. Ça va être impossible parce que ça peut aussi être impossible parce que la pièce demandée, elle est trop compliquée ou impossible à réaliser, trop coûteux, trop complexe, enfin, pas de temps à louer. Enfin, il y a 1000 bonnes raisons, en fait, que là, déjà, des, des petits soucis de quotidien ou même des gros, des fois, en fait, n'aboutissent pas. Donc, bon, si ça aboutit, on passe sur de la conception, on va vérifier que ça correspond bien on va dire, à l'attente. Souvent, avec des plans, on n'aura pas la pièce. Donc là, on peut parler d'incompréhension, de choses comme ça. Après, soit ça va être fabriqué en interne et puis ça va être testé. Ou soit sinon, après, on repart sur de la recherche de sous-traitants. Parce que si c'est un besoin spécifique, il faut peut-être trouver le sous-traitant qui est capable de faire ça. Lui expliquer, attendre la fabrication du sous-traitant, tester, de la facturation. Tout ça pour dire le process, il est très long. Voilà, on estime entre 125 et 500 heures, mais ça peut être discutable en fonction de chaque. Enfin, c'est très discutable. En tout cas, le process de résolution d'un besoin est assez long. Si on passe aujourd'hui en impression 3D, on va gagner énormément de temps. On va toujours avoir un besoin à résoudre. Le manager, il va toujours avoir ça, sauf que lui, dans sa tête, il va déjà savoir, OK, en fait, ça va être simple. Enfin, ce qui va se passer, en fait, ces 20 minutes-là, c'est-à-dire, OK, ça va pas, c'est un petit truc, OK, j'appelle ma fonction support qui va être capable de me concevoir la pièce. La prod est là, on fait des fois, la plupart du temps, j'ai mis 30 minutes, mais la plupart du temps, ça prend 5 minutes. OK, tu as ça, je te dessine ton truc, je te l'envoie. Proposition de solution, là, c'est le temps de dessiner ou le temps éventuellement que la personne ait le temps de gérer cette problématique. Ensuite, on va dire conception plus impression, on est parti sur 12 heures. On le teste, on a le résultat. Ou après, si on a et là, hop, ça marche. Ou sinon, si on a un désaccord, on peut tester plusieurs solutions. En fait, il n'y a pas forcément besoin de dire non, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Tout ça, on oublie, OK, on ces 2 solutions, on regarde ce qui est au mieux. Et en réalité, là, on allège vachement le boulot des fonctions support. Là, on voit, là, il y a la recherche de sous-traitants, toutes ces choses-là qui sont l'air de rien énergivores, on ne s'en rend pas compte, mais ça prend du temps. Et en fait, tout ça, on squeeze et on gagne énormément de temps. Et tous les petits bobos du quotidien, paf, on peut les résoudre très, très, très facilement. Ça, c'est vraiment un point essentiel, effectivement, sur la réactivité des entreprises, de pouvoir justement trouver des solutions hyper rapidement grâce à la 3D. Cette slide est essentielle, je trouve. Voilà et du coup, alors, ça va résumer ce que je viens de dire. On va simplifier les projets, on va accélérer les projets, projet, besoin, enfin, toute cette famille, en fait, tout ce qui va générer du boulot, on va dire, intellectuel, ou de création. En fait, on va les simplifier parce que pourquoi? On va déjà communiquer beaucoup plus facilement quand on a un proto. Bon, j'ai mes clés de voiture à côté. Si je dois fabriquer ma clé, là, voilà, si je vous présente ça sur un plan, ce n'est pas forcément très réalisable. Maintenant, si j'arrive et je dis, voilà, moi, c'est ça que je veux avec cette fonction-là et que j'ai déjà un proto qui est imprimé en 3D, la communication va être beaucoup plus facile. Les gens vont se comprendre autour de la table. On va déjà gagner sur les réunions ou avec les fournisseurs. On va gagner énormément de temps et de clarté dans la communication, dans la présentation. Ensuite, il y a l'itération.
comme l'itération est facile, eh ben, on a le droit de recommencer. Enfin, il est facile de recommencer 10 fois, 20 fois un produit en disant bah non, c'est pas parfait, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Enfin, si on veut fabriquer des poignées de porte, ok, une poignée de porte, quand on l'a dans la main, c'est quand même, on se rend beaucoup plus compte de l'objet. Si on l'a pas, eh ben, il va toujours y avoir des débats. Non, on pourrait la faire plus ronde, plus carrée. Voilà. Quand on a dans la main, en tout cas, la prise de décision est plus facile. J'ai un exemple facile. J'ai imprimé des pièces pour des gens qui fabriquaient des savons. Voilà. Et ben, un savon, c'est pas facile sur un plan. Avant de faire le moule pour le savon, euh, en fait, sur un plan, on peut imaginer, mais on ne se rend pas compte de ce qu'est le savon. On a imprimé les pièces. Petite parenthèse, on a imprimé les pièces et du coup, enfin, le proto, et les gens ont eu le savon dans la main. À tel point que même les commerciaux, quand ils ont eu le savon dans la main, ils ont dit non, mais en fait, on les a déjà, les savons, parce qu'ils bon, n'avaient pas l'odeur. Mais le poids et l'état de surface du produit, on fait croire que c'est un vrai savon. Et bien là, en fait, tout le monde a dit ok, il est beau ce savon, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Et donc, d'un point de vue commercial, ils ont pu présenter leur savon. C'est pas c'est pas sur la simplification des projets, mais voilà, on revient un petit peu sur le commercial. En fait, les gens ont pu commencer de vendre leur savon avant même que les premiers savons soient fabriqués. Une petite parenthèse. Donc, l'itération est assez facile. Là, du coup, la prise de décision suit. On sécurise aussi également nos projets parce que, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si on veut fabriquer un outillage, alors là, je vais prendre la partie vraiment usinage. Nous, des fois, on fabrique des outillages qui vont dans nos machines. L'outillage, on n'est pas sûr qu'il passe dans l'encombrement. Hop, on l'imprime, on le monte et on regarde s'il passe. Voilà, dans le dernier mois, là, j'ai eu 2 exemples. Il y en a un, on l'a imprimé, ça ne servait à rien, les cotes étaient bonnes. L'autre, on l'a monté, ça ne passait pas dans la machine. Du coup, enfin, là c'est des milliers d'euros derrière qui sont engagés si on se trompe à ce niveau-là. Voilà. Donc, rapidité de réalisation, test, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Après, on supprime des contraintes pour la réalisation. Alors, je ne sais pas, imaginons que je veux faire une pièce avec qui aujourd'hui serait impossible à faire en usinage, c'est-à-dire, je ne sais pas, je veux un passage d'air dedans qui a une forme de trèfle à 4 feuilles. Aujourd'hui, en usinage, ce n'est pas possible. Et bien là, en réalité, c'est juste pas un souci. Enfin, ok, vous voulez des trous dans tous les sens, et ben, on fait des trous dans tous les sens. Voilà. Et puis, du coup, on revient aussi sur le droit à l'erreur, la culture du test, c'est-à-dire sur un projet, si on a un doute, voilà, en fait, on essaye. On essaye et on fait de l'itération. Et ça, en termes de projet, c'est quand même. Ça peut être un changement de culture. C'est un changement de culture. Enfin, en tout cas, ça aide à changer, à avoir cette culture du droit à l'erreur, qui est important pour innover et pour être capable de créer des nouvelles, des choses qui sortent de l'ordinaire, de sortir du cadre. Voilà, sortir du cadre, c'est un outil qui va permettre voilà, c'est un outil qui aide à sortir des paradigmes. Voilà, pour terminer sur un joli mot. Voilà, voilà. Après, donc pour terminer, voilà quelques exemples de produits qu'on peut fabriquer, assez utiles. Alors là, on voit, ça c'est une pièce, c'est un posage de métrologie. Pourquoi? Parce que dans l'usinage, souvent on est content de venir contrôler des pièces. Et puis, cette pièce-là, très certainement, on voulait l'orienter dans ce sens-là, peut-être, pardon, pardon, pour venir mesurer un état de surface ou faire un profil de la pièce. Donc, il fallait qu'elle soit orientée de cette façon-là. Et bien, du coup, soit aujourd'hui, culturellement, pour ceux qui utilisent un peu de la métrologie, on va venir mettre des pièces, on va essayer de les orienter avec de la pâte à modeler. Tout le monde a ses astuces. Là, hop, on imprime un petit posage, la pièce est orientée et on va être hyper répétable dans les mesures. Voilà. Là, typiquement, une pièce, si on doit la faire usiner, il y en a pour quelques centaines, voire un peu plus d'euros. Et alors que là, en impression 3D, le coût d'une pièce comme ça, hors dessin, on doit être à peu près à 1 euro, voire même la moitié de la pièce, 50 centimes. Voilà. Ensuite, machine automatique, ou à castillage de machine. Voilà, on veut faire une pâte sur une machine qui est développée. Dans plein de cas, soit on la fait en mécano-soudé. Donc là, on imagine qu'il faut faire le plan de mécano-soudure, il faut l'envoyer à la personne qui va la souder. Ou sinon, le dessinateur, il dit ok, moi je l'ai, j'ai mon imprimante à côté. Je la lance ce matin à 8h et puis à 14h, quand je reviens de pause déjeuner, j'ai ma pièce, elle est fabriquée, elle est là, elle est dispo et elle est utilisable elle est utilisable en lieu et en place, quoi.
Il y a donc même pas besoin de mise en pan, pas besoin d'envoyer des commandes, pas besoin de faire des réceptions, pas besoin de facturer. Hop, tout est là. Ça, alors celle-là, pour le coup, c'est moi qui l'ai faite, cette pièce. On avait une petite problématique. On contrôlait des pièces qui avaient des filetage coupants. Et là, les opérateurs me disent, ouais, quand on doit contrôler la pièce et la monter dans une bague de contrôle, c'est un petit peu technique si on n'est pas d'usinage, mais il faut imaginer une vis qui rentre dans un écrou. En fait, ça leur coupait les doigts. Donc, on a dit, OK, là, ici à l'intérieur, j'espère que vous voyez ma souris. Ici à l'intérieur, simplement, on est venu fixer une bague. Ça permet de prendre la pièce qui devait tourner, on va dire la vis, et hop, ça nous a un outillage de contrôle très spécifique au poste et qui a été résolu, qui a été fabriqué en 24 heures. C'est-à-dire que la problématique a été détectée. 24 heures après, on avait la solution. Voilà. Et puis, on veut même voir à l'intérieur. Là, c'est juste pour le rangement. Dedans, c'est pas mal. On peut mettre du rangement et on ne le voit pas sur la photo. Mais généralement, comme c'est de la conception interne, on peut graver un intérieur. Donc, on peut graver une référence de pièce ou un lieu de rangement, enfin, tout ce qu'on veut. Sur la pièce directement, on est capable d'identifier les pièces. Et ça, c'est assez intéressant en termes d'organisation industrielle. Voilà, là, une buse avec des souffleries voilà, pour souffler à des endroits très précis, voilà, spécifiques sur un montage. Là, c'est un go-no-go, un pokayoke, on va dire, pour laisser passer ou pas laisser passer des pièces. Ici, un petit soufflet, voilà, qu'on peut. Alors, ça c'est une matière qui est géniale. Je vous laisserai voir avec Alcima qui vous présente ces matières-là, mais enfin, ils sont très bons conseils sur les matières. Petite parenthèse sur le choix des matières et l'intérêt. Alors, je vais faire de la pub à Alcima, hein, forcément. L'intérêt de travailler avec des gens comme Alcima, pour moi, c'est que, en fait, moi, je n'ai pas le temps de chercher la bonne matière. Chercher la bonne matière, chercher les bons paramètres pour la matière, en fait, ça, c'est très énergivore et je n'ai pas que ça à faire. Eux, ils le font très bien. Donc, quand j'ai un souci, en fait, ce que je fais, je les appelle, je leur dis, voilà, je cherche une matière qui a ces caractéristiques-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas être embêté? Et trouver les bons fournisseurs. Et voilà, aujourd'hui, enfin, moi, c'est très important pour moi. Je vois beaucoup de gens qui ont eu enfin, quand je parle d'impression 3D avec des gens, il y a plein de gens qui ont eu des échecs où ça n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas les bons fournisseurs de matière, c'est juste qu'ils n'ont pas eu les bons conseils au bon moment. Et, euh, et finalement, en fait, avoir les bons conseils au bon moment, avoir un téléphone à en disant, bah là, je suis embêté, ma pièce, j'arrive pas à l'imprimer, ou la fonction que je cherche, j'arrive pas à la voir. Avoir des gens comme ça qui ont capitalisé pas mal d'informations, hop, généralement, en 3 minutes, on a les bons conseils et du coup, la pièce, on la sort et elle est fonctionnelle sur le long terme. Voilà. Il y a effectivement une notion, hein, je me permets, effectivement, Ouais. il y a une notion, hein, ce n'est pas l'imprimante 3D qui va répondre à votre cahier des charges sur vos applications, c'est vraiment la matière qui va répondre à votre cahier des charges. L'imprimante 3D n'est que l'outil qui va permettre de mettre en forme la matière. Donc la matière, c'est vraiment le point central, effectivement, pour trouver la bonne solution à notre application. Mm. Là, il y a le bon exemple sur cette roue. Voilà. Alors, on va pas, là, on dérape un petit peu plus sur la pièce, sur les pièces elles-mêmes quand on va les concevoir. Hein. On peut chercher une pièce avec des duretés très importantes, par exemple pour faire de la manutention sur un robot, voilà, qui vient serrer avec du 15-20 bars, des pièces. Et donc là, il va nous falloir des pièces plutôt très résistantes. Il y a des matières qui sont adaptées à ça, très dures. Ou inversement, voilà, là, comme on voit cette pièce, voilà, ça c'est une roue, la roue d'un rover, hein, c'est ça, Johan? Ouais, c'est Euh, ça, ouais. Voilà, ou dessus, on veut une matière qui soit capable de s'écraser. À l'intérieur, on veut une matière un petit peu plus dure pour avoir un noyau. Là-dedans, on a des inserts, des écrous qui sont insérés dedans. On peut les noyer dans la matière. C'est-à-dire, si demain, vous voulez une pièce que vous puissiez démonter, si on reste sur du plastique, ça va vite faire comme un meuble Ikea. On va le monter une fois, deux fois, mais après, c'est terminé. Non, nous, ce qu'on veut, c'est une pièce qui se démonte au quotidien. C'est pas grave. Dedans, on va mettre. Alcima vous donneront plein de bonnes astuces là-dessus. Moi, ils m'en ont donné plein. Et voilà, dedans, on va noyer un écrou ou un aimant ou tout ce qu'on a besoin. En fait, il n'y a pas de limite pour avoir des pièces qui sont utilisables en continu sur les machines. Voilà, pour avoir des vraies pièces finies. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du proto, c'est de la pièce qui va être utilisée quotidiennement. Moi, pour ma part, j'ai des pièces faites avec des plastiques. Donc, on est dans l'usinage, dans des machines-outils qui sont des milieux agressifs. Il y a de l'huile, il y a des copeaux tranchants, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la température, il y a tout ce qu'il faut pour que c'est un milieu quand même hyper agressif. Et j'ai des pièces qui tournent depuis depuis 2 ans dans les machines et on ne les a pas touchées. Elles n'ont pas changé. Alors, pour la parenthèse, avant, on avait des pièces en métal qui, elles, des fois, prenaient des chocs, qui s'usaient.
Et là, du coup, même en plastique, on a des meilleures performances qu'avec des pièces qui auraient été en acier. Voilà. Voilà, Joanne, je te laisse la main sur cette partie. Ça marche, pas de Et souci. Donc, bah, je répondrai aux questions après s'il y en a. Je reste on va là. faire un petit tour des questions. Donc, bah, effectivement, on voit à travers cette présentation que la technologie FDM, dépose de polymère, est vraiment une technologie qui peut être extrêmement rentable. On va parler de coût-pièce, on va parler de réduction de délai, on va parler d'optimisation des organisations et des process internes, venir court-circuiter son service achat, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont permettre de faire baisser les coûts de fonctionnement d'une industrie. Et ça, c'est vraiment un point qui va être essentiel. En termes de budget sur les matériels, bah, ça va évidemment dépendre de nos objectifs. Si on va avoir des objectifs de production, si on va venir faire de l'outillage, et également en fonction des matériaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la matière, c'est vraiment le point central pour venir répondre aux applications. Et en fonction de la matière qui va être déterminée, bah, on va avoir des typologies de machines différentes avec des prix qui peuvent être différents. C'est là où également ça va être important d'être accompagné, parce qu'il va falloir être efficace dans son usage si on va avoir une belle rentabilité. Il va falloir aussi venir faire de la détection d'applications. Vous avez la tête dans le guidon dans votre industrie tous les jours. Vous n'avez pas forcément le recul pour voir les applications qui peuvent être intéressantes à venir déployer. C'est là où il faut prendre, j'allais dire, le risque de faire un pas en avant, d'intégrer le moyen en interne pour avoir cette solution-là qui soit disponible. Nous, en termes d'accompagnement, quand on s'occupe de nos clients, en moyenne, les ROI, 3 mois, parce que justement, on va avoir une belle visibilité sur toutes les applications qui peuvent être déployées dans l'industrie. À travers ça, on a plus de 350 clients dans plus de 60 secteurs différents. Et là, c'est vraiment une vision 360 et c'est cette expertise-là qu'on essaie de vous apporter pour que le matériel soit rentabilisé le plus vite possible et que surtout, les gains soient exponentiels pour l'industrie. Parce que plus on va l'utiliser, plus on va gagner. Et donc ça va marcher, et ça va marcher effectivement dans le temps. C'est une technologie d'itération. On n'aura pas toutes les idées tout de suite, ça va venir. Il faut mener des réflexions, il faut se poser les bonnes questions. Et pour ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle également le management du changement autour de la technologie. Et c'est important d'être accompagné parce qu'on a parlé là que du FDM, mais il existe des centaines de technologies différentes. Ce n'est pas toujours facile d'aller s'y retrouver. Idem pour les matériaux. Donc, c'est là où ça va être voilà, important d'être accompagné sur cette step-là. La slide de conclusion. Donc, merci à tous d'avoir participé. Je ne sais pas si des gens ont des questions par rapport à cette présentation. Il nous reste une vingtaine de minutes pour finir. Je vais ressortir pour vous revoir. Je ne vais pas arrêter le partage, mais je dois retrouver. Oh, pardon. Hop. Si j'arrête le partage, je vais arrêter le Vous pouvez partage. poser des questions soit dans le chat, soit vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez. Je suis où? Non, je ne suis pas là. Hop. Ah ouais, c'est ça que je cherchais. Je vois que Cyril, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation très intéressante. Moi, je suis Cyril Bertrand, directeur d'un centre régional d'innovation et de transfert de technologies spécialisé sur les industries alimentaires. Donc, sur la fabrication de produits alimentaires, c'est très spécifique. Alors, l'impression existe, hein, mais c'est un domaine assez particulier. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de connaissances dans ce domaine. Bon, ça peut être une question. Ce n'est pas vraiment la question de départ, c'est plus les applications, justement, l'identification des applications de l'impression 3D dans les entreprises agroalimentaires. Et ce que je vois, c'est qu'on peut aider les entreprises à être plus efficaces dans leur processus, notamment de maintenance, grâce à ces outils éventuellement. Mais est-ce que vous auriez des exemples d'applications alors on parlait tout à l'heure de remplacement de pièces de robots, de préhension de pièces de robots, c'est des choses qui peuvent effectivement se faire. Et les questions, alors j'ai plein de questions, mais la question qui peut être corrélée, c'est le sujet de la résistance du matériau par rapport à la pièce d'origine, entre guillemets. Alors ça peut être une pièce temporaire, hein, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, on attend la pièce, ça va durer 2 semaines, on fait une pièce temporaire, ou on remplace carrément la pièce, mais est-ce qu'on peut tout faire avec les matériaux qui existent? Bon voilà, c'est un petit peu du vrac, mais merci. Pas de problème. Je vais prendre le relais sur la partie alimentaire parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on est en train de travailler de manière standard. Une imprimante 3D ne va pas être adaptée à l'industrie alimentaire pour venir faire du méthode, de l'industrialisation, de l'optimisation de machines.
il va falloir passer par une spécification de l'imprimante 3D avec effectivement tout ce qui va être autour des normes agroalimentaires. Donc, ça veut dire, par exemple, des lignes d'extrusion 300 céselles. Ça peut être des stérilisations par UV à l'intérieur de la machine pendant l'impression. Ça va être des matériaux qui vont être stérilisables, des matériaux qui vont être peu poreux, qui vont être très résilients et peu poreux. D'ailleurs, si on parle de porosité, on va même pouvoir venir mettre des charges. Je pense entre autres aux charges détectables qu'on retrouve beaucoup dans l'alimentaire, hein, les charges bleues qui peuvent être détectables. Donc là, on peut venir faire du filament avec de la charge bleue et avoir notre outil de contrôle en bout de ligne qui va nous dire si effectivement on a eu des porosités ou pas dans la ligne de production. On va pouvoir installer des pièces. Alors, les contraintes ne sont pas les mêmes et les budgets, du coup, ne vont pas forcément être les mêmes. Mais on va avoir, effectivement, on peut mettre des pièces en salle grise ou on peut venir mettre également des pièces stérilisées en salle blanche. Mais tout ça, ce sont des machines très spécifiques qui vont être utilisées. Et pour les matériaux, ça va être des matériaux qui vont être normés. Mais comme on le sait, quand on vient mettre en place une norme ou un ISO, c'est vraiment le process qui doit être validé. Et d'ailleurs, chez Alcima, on a travaillé depuis là maintenant 8 mois sur justement une certification alimentarité pour venir faire de la pièce de maintenance directement sur les lignes de production en contact alimentaire. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais on reste sur des choses spécifiques. Vous ne le trouverez pas sur catalogue comme ça directement. Et peut-être, Benoît, tu peux répondre sur la partie matière, toi qui as pas mal Alors, utiliser des matériaux entre la matière, on va dire éphémère, et puis celle qui va rester plus longtemps. oui. Alors, clairement, ouais, sur les matériaux, alors l'agroalimentaire, pas mon domaine, je ne vais pas m'aventurer sur ce domaine-là. Par contre, sur l'utilisation des matériaux, globalement, les matériaux, on trouve. Et alors, c'est vrai qu'au début, quand on va commencer, alors je vais plus parler d'une expérience en réalité. Quand on va commencer, on va partir avec des matériaux relativement simples. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avoir des problématiques, on va découvrir des nouveaux matériaux. Voilà, aujourd'hui, là, tout à l'heure, sur les photos, il y avait comment dire, un soufflet. Enfin, voilà. Nous, typiquement, on a trouvé ce matériau qui, dans nos industries, répond à 90% des besoins. Mais je vais plus donner concrètement ce que nous utilisons. On a des matériaux qui se rapprochent, on va dire, de l'aluminium, sur lequel on fait des morts pour prendre des pièces à géométrie un petit peu variable. C'est des brutes de fonderie, donc vous imaginez, c'est peut-être comme un gâteau, il n'a pas toujours la même forme, mais on vient serrer ces pièces à 15-20 bars de pression, donc on ne peut pas utiliser n'importe quel plastique, il y en a certains qui vont exploser. Donc là, on a trouvé un matériau qui est chargé, par exemple, avec des billes de verre et des fibres de carbone. Voilà, ça permet d'être très résistant. Inversement, sur des matériaux où on va chercher à limiter les chocs, ou au contraire, on veut s'adapter à une forme, on va plutôt partir sur des matériaux souples, voire très souples. Et après, pour des posages, on va partir sur des matériaux relativement simples, très basiques à imprimer, à un coût proche de zéro. Et puis pour tous les autres matériaux que je ne connais pas, en fait, là, moi j'appelle Alcima, je leur dis là, j'ai une problématique. J'ai un souci, ce cas de figure, je ne l'ai pas eu, je ne trouve pas le matériau idéal. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et après, en plus de ça, parce que derrière, il y a une petite partie, il faut appréhender l'impression. Les matériaux ne s'impriment pas tous de la même façon avec les mêmes paramètres. Donc, généralement, je leur demande quel matériau et je leur demande, OK, quels sont les paramètres d'impression et quels sont les conseils que vous pouvez me donner en impression pour pas que j'ai besoin d'imprimer 4 fois ma pièce, en fait, pour que ça tombe bon du premier coup. Et voilà. Donc, voilà ma réponse sur les matériaux. On pourrait faire une conférence d'1 heure juste sur les matériaux. De manière générale, on va pouvoir imprimer quasiment tous les matériaux de la plasturgie. Il y en a quelques-uns qui ne vont pas être forcément imprimables. Je pense entre autres à des PTFE parce que quand ils chauffent, ils collent. Donc, ça devient compliqué de les extruder. Et puis, également, je vous invite, on parlait un peu des applications tout à l'heure. On a un livre blanc qui est disponible en téléchargement sur notre site internet, le livre blanc des applications en industrie. Il y a 350 exemples d'applications dans tout type d'industrie. Ça, c'est ce qu'on a pu récolter dans nos 8 ans d'expérience. Ça peut donner justement des idées sur de nouvelles choses. Ça permet de faire effectivement le lien avec son activité. Et ça peut être des choses intéressantes, en tout cas pour mener une réflexion, parce qu'il faut bien se dire que l'imprimante 3D ne prendra pas toute sa place en one shot. Ça va forcément prendre du temps entre la réflexion autour de quel équipement il me faut pour répondre à quelle application. Et derrière, une fois qu'on l'a intégré, c'est commencer à la prendre en main. Commencer à mener des réflexions autour de la 3D, parce que tant qu'on n'a pas l'outil, on ne va pas forcément réfléchir à imprimante 3D. Donc voilà, il y a toute une démarche, toute une évolution, ça va se mettre dans le temps. Et justement, le livre blanc des applications à l'industrie peut venir un petit peu stimuler toute cette créativité. Si je reprends la main juste 2 secondes là-dessus. Donc nous, on travaille pour un groupe. On était les premiers à intégrer une imprimante.
Et on voit bien qu'en fait, là, je regrette même un peu ça, mais les sites ne s'équipent pas et du coup, bon, ils ont la facilité parce qu'ils m'appellent, ils me disent Benoît, il me faudrait cette pièce, est-ce que tu peux me la faire? Donc, du coup, c'est relativement simple, ils ne s'embêtent pas. Mais on voit bien qu'une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, le premier mois, ils me demandent 2 pièces, le deuxième mois, 5, le troisième mois, 10, et après, ils sont même très énergivores là-dessus. Donc, ce qui est certain, c'est que tant qu'il n'y a pas la machine, il n'y a pas les applications. Quand on a la machine, et ben, des fois, il y a trop d'applications, en fait. Et c'est juste génial en réalité, parce que, enfin, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a planté, qu'on a mis en place un truc, après, les personnes vont réclamer, vont avoir des besoins qui vont arriver automatiquement. Enfin, pour moi, il ne faut pas être inquiet qu'il y ait un manque d'applications, quelles que soient les industries, il y a de l'application. Et il y en a même beaucoup. Voilà. Si vous avez d'autres questions. S'il y a d'autres questions, oui. Thierry? Ouais, moi, je veux bien intervenir à différents niveaux. Déjà, j'ai un premier commentaire. Je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Thierry Souillard. Moi, j'accompagne depuis le mois de juin Alcima dans leur développement auprès des grands comptes dans la grande moitié ouest de la France, donc du nord au sud, hein, globalement. Et plutôt sur des marchés, on va dire, grands industriels, OEM et sous-traitants de rang 1. Sans oublier non plus quelques académies, écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. Voilà. Je voudrais juste faire un commentaire pour Cyril Bertrand qui parlait d'agroalimentaire. On peut même aller, moi qui viens des technologies super alliage, donc en dépôt d'énergie et lit de poudre, on peut même aller chercher des inox ou voire d'autres matériaux sur des buses d'extrusion, par exemple, dans le domaine agroalimentaire. Je ferme juste cette parenthèse-là, puisque là, on est plutôt à vocation polymère. J'aimerais faire ce commentaire-là par rapport à votre présentation. Tu le dis très bien, Benoît, c'est dans les synoptiques sans et avec impression 3D, c'est la notion des itérations. Tu le dis dans ton commentaire. Tu l'as en filigrane aussi quand tu parles des 500 heures que peut prendre un projet lorsqu'on est dans une filière classique, dirons-nous. Et toutes les boucles d'itération que tu es amené à voir, les boucles d'attente, de retard dans les process quand on est sans itération. Et alors que dans la fabrication additive, on a des circuits courts directement entre la personne de support qui va faire la conception, voire même qui va produire la pièce, parce que bien souvent c'est la même personne, et puis son utilisateur final, et tu viens juste de le mentionner. Et ça, c'est vraiment génial, et il y a vraiment un effet d'évangélisation au sein des entreprises. Donc ça, tu aurais pu mettre dans tes synoptiques là, ces fameuses boucles d'aller-retour, de bypass en fait entre toutes les chaînes d'encadrement et qui apportent du retard en fait sur les développements de solutions. Et le dernier commentaire que je voudrais faire aussi par rapport à ce que tu expliquais d'Alcima, c'est qu'en fait, le modèle économique ou la stratégie de l'entreprise est vraiment positionné sur toute la chaîne de valeur on va dire de la fabrication additive. Et donc, depuis, on va dire, l'idée d'origine d'une entreprise de décider d'adopter cette technologie particulière sur des polymères, jusqu'à, on va dire, le service après-vente, soit pour les utilisateurs ou même tout simplement l'entretien trivial des machines acquises, eh bien, Alcima est présent sur toute cette chaîne-là. Et on parlait des matériaux, par exemple, la formation des concepteurs, pour évangéliser aussi les concepteurs, pour qu'ils pensent dès le départ d'un nouveau produit impression 3D. Et ça, c'est assez singulier dans le paysage français pour tourner dans l'additif depuis 2014. Voilà. Je voulais juste cette parenthèse. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais c'était un commentaire auquel je tenais à partager avec vous. Voilà. Merci Thierry pour ton commentaire. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Vous pouvez utiliser le chat pour ceux qui n'ont pas de micro. Effectivement, pour rebondir un peu sur ce que disait Thierry, c'est vraiment le début qui est le plus compliqué quand on intègre.
c'est faire passer l'information, effectivement, que la technologie est arrivée en interne et surtout de venir changer des modes de réflexion. Vous avez l'habitude depuis 30 ans de travailler de cette manière-là. Et en fait, quand on vient vous amener un nouveau process, même s'il est plus court, s'il est plus facile à mettre en place, bah, ça fait changer les habitudes. Et ça, le changement des habitudes, c'est souvent compliqué. Donc, voilà, il y a vraiment un peu de pédagogie à venir mettre en place autour du management du changement là-dessus. Et ça, voilà, ça va être les premières étapes qu'il va falloir mettre en place. Donc, il y a plein de techniques. Hein, on a pu voir dans des entreprises comment ils ont pu monter des Fab Labs, comment ils ont pu lancer justement cette vague d'appropriation par tous les employés, que ce soit de la secrétaire jusqu'à l'ingénieur, parce qu'on estime effectivement qu'il n'y a pas que les ingénieurs qui sont capables d'innover, que tout le monde va être capable d'innover. Et donc, on va pouvoir effectivement mutualiser des imprimantes 3D, typiquement dans des Fab Labs internes, et le laisser ouvert à tous les collaborateurs de la société. Et en fait, après, ça amène les réflexions et puis derrière, on réfléchit beaucoup plus vite. Ouais, pour la notion de court-circuit, là, que disait Thierry, c'est vraiment ça, en fait, la vraie valeur de l'impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur, il est directement, il est beaucoup plus facilement implicable, disons, dans son besoin que sans imprimante, parce que, voilà, je radote, mais le coût est tellement faible, et en fait, l'opérateur peut mettre en œuvre une idée directement. Et puis, si elle n'est pas bonne, en fait, c'est pas une fonction support qui n'a pas compris ou qui est incompétente ou qui n'est pas capable de faire. En fait, chacun est. Enfin, l'itération n'est pas bonne, c'est pas grave, en fait. On va la recommencer. Et c'est vraiment ça, pour moi, en termes de management de la culture d'entreprise, qui fait changer les choses. Et c'est un investissement, c'est un investissement finalement qui n'est pas si énorme que ça quand on regarde l'ensemble des leviers que ça agit, sur lesquels on peut agir, et surtout quand on est capable de changer une culture d'entreprise. C'est des cultures d'entreprise qui vont nous permettre en fait d'être novateurs et d'accélérer nos process. C'est ça qui fait que nos entreprises vont pouvoir s'adapter finalement et continuer d'être compétitives. Voilà, c'est cet accélérateur-là et cette culture d'innovation, de droit à l'erreur. Voilà. Et ouais, alors, dans certaines grosses structures relativement rigides, dans des process d'achat, ça peut être 12 personnes par qui va passer le devis et qui doit être accepté, service achat, logistique, etc. Et effectivement, là, on a un coût qui est inhérent à chaque commande qui va être important. Je vois, on a une question de Pierre qui nous demande, il a raté le début de la conférence, si elle était enregistrée et revisionnable. Oui, elle le sera sur les réseaux et sur notre site internet. Et je vois que M. Bertrand relève la main une deuxième fois. Donc, écoutez, allez-y, en complément, pas de souci. Oui, je ne veux pas mobiliser le micro, mais comme il Il n'y nous a pas reste encore 5 minutes. d'autres mains, j'avais alors une remarque, c'est que au niveau du Sud-Est, là, on a un très gros projet de mise en place d'une usine-école sur l'agroalimentaire, avec notamment une plateforme de formation dédiée à l'agroalimentaire orientée sur l'usine 4.0, usine agroalimentaire 4.0. Donc la dimension impression 3D est un élément que j'aimerais y intégrer. Donc ça, on se recontacte pour en discuter. L'autre, c'était une question à Benoît et puis Joanne aussi. C'est justement comment est intégrée cette nouvelle entre guillemets compétence dans les entreprises. Qui est-ce qui, dans les entreprises, prend le lead sur le fait de, comme vous le faites Benoît, de piloter cette capacité de l'entreprise à aller sur la 3D, à faire des outils pour les collègues, du prototypage pour les commerciaux ou le marketing. Est-ce que c'est un service dédié? Est-ce que c'est un service qui dépend de la production, de la maintenance, de la R&D? Enfin, comment vous êtes organisé en fait? Alors, nous, on a organisé, alors il faut bien poser le cadre, on est une entreprise, on est 50-60 personnes, on est une petite PME, d'accord? Donc en fait, notre organisation, elle est très directe. Comparé par exemple, je vois, j'ai travaillé dans d'autres entreprises avant, par exemple, si on prend du Renault ou du Somfy, des gens qui sont partis chez nous, les organisations sont différentes. Pour chez nous, en tout cas, comment c'est organisé? En fait, on a un bureau où il y a méthode, qualité, on va dire toutes les fonctions support sont très proches, hein, on est 3. Donc, en réalité, quand il y a un besoin, et on est très proche de la production, en fait, quand il y a un besoin, un opérateur,
un technicien, n'importe qui va venir me voir en me disant Benoît, j'ai un problème là, j'aurais besoin d'un truc qui fait ça. Donc là, je vais le résoudre. Ou sinon, après, ça va partir plus d'un point de vue amélioration continue. On va dire, ah ouais, là, ça peut être les fonctions support qui vont pousser aussi en disant là, là tu t'embêtes un petit peu avec ça, on pourrait faire ça. Et donc là, généralement, il y a un projet, il va être dessiné en 3D sur un écran. Je dis à Alexandre, tiens, viens voir ce que j'ai dessiné. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait marcher? Oui, non, il y a un gros problème, il n'y a pas de gros problème. Écoute, on lance, on imprime et puis demain, on teste, on voit, on voit comment ça marche. Et comme ça, voilà, c'est très, très direct. En fait, on court-circuite complètement. Enfin, il n'y a plus besoin de décider, OK, est-ce qu'on fait, on ne fait pas. Je ne vais pas aller voir mon responsable en disant, tiens, il y a un outillage qui coûte, je ne sais pas, 5 000 balles, 5 000 euros. On prend le risque, on ne prend pas le risque. Non, en fait, on ne se pose plus ces questions-là. Ou sinon, quand je vais aller voir, je vais dire, OK, on a fait le test, en plastique, ça marche. Bon, par contre, dans le temps, effectivement, on a quelques soucis. Le levier d'amélioration, enfin, on va dire, l'amélioration, elle va nous faire gagner de temps. OK, on y va pas. Et voilà, en fait, la décision, elle est très vite prise, il n'y a pas à tortiller. Après, pour une grosse entreprise, moi, à mon avis, pour en discuter avec d'autres personnes, ça c'est un avis, je pense qu'il est plus intelligent d'avoir peut-être des machines, on va dire, des machines dépôt de filaments, voilà, pas, on va dire pas, du moyen de gamme sur des secteurs et peut-être avoir une imprimante performante globale pour une entreprise. Mais pour moi, l'intérêt, c'est d'avoir une imprimante directement par secteur pour avoir de la réponse tout de suite. Parce que sinon, ce qui se passe, je ne vais pas nommer de nom, mais j'entends des soucis qui se passent dans certaines sociétés. En fait, l'imprimante, elle est tellement loin de la prod qu'en réalité, on retombe à nouveau sur des process de décision et de mise en application qui sont très longs. Et du coup, on perd tout l'intérêt du truc d'accélérer la résolution de problèmes, d'accélérer la résolution de problèmes. Voilà. À mon avis, pour moi, si j'avais à prendre la décision, j'essaierais de les mettre peut-être même si c'est 4-5 imprimantes, en réalité, quand on regarde le coût d'une imprimante, c'est peanuts par rapport à ce qu'on va gagner. Donc, en fait, il vaut mieux peut-être prendre un secteur test, voilà, entre 50 personnes, 100 personnes, mais pas plus. Et après, si vous avez des grosses structures, en mettre plusieurs pour garder cette réactivité-là. Ouais, je suis d'accord pour compléter là, parce que nous, c'est ce qu'on voit de manière générale. C'est-à-dire qu'une première imprimante 3D relativement polyvalente pour explorer la technologie, explorer les matériaux, va être installée soit aux méthodes, soit au bureau d'études, etc. Mais en fait, quand on vient la poser dans un bureau, on se retrouve un petit peu dans un effet de cloisonnement où la personne à la prod ne va pas forcément oser et aller régulièrement porter un projet auprès du BA ou auprès du méthode. Donc, ça peut créer quelques freins, mais c'est vrai que quand on n'en a qu'une, on va aller la dédier au service qui en a le plus d'utilité et en disant aux autres qui peuvent venir également la solliciter. Et après, dans les next steps, on sait qu'on est de toute façon avec la 3D limitée en termes de productivité. On n'est pas là pour venir faire de la production de masse avec la 3D. Donc, au bout d'un moment, elle va finir par être saturée à force d'avoir des demandes. Et c'est là où les entreprises commencent à basculer dans un Fab Lab interne où on vient mutualiser toutes les imprimantes 3D pour tous les services. Et en fait, c'est tous les services qui viennent faire leurs demandes directement au Fab interne. Le fait d'avoir plusieurs machines dans plusieurs services, dans les grosses sociétés, typiquement l'hygiène et sécurité, vont commencer à poser des questions autour justement des particules qui peuvent sortir des imprimantes 3D. On va en avoir une, c'est pas très grave, on en a 10, ça commence à être un peu plus compliqué, il y a des mesures à mettre en place. Le fait de venir mutualiser tout ça va vraiment permettre de faire un pôle innovation à la 3D où tout le monde va pouvoir aller faire ses demandes. Et après, qui c'est qu'on met derrière l'imprimante 3D? Quand on en a une par service, effectivement, ça va être le porteur de projet. Nous, généralement, ce qu'on va conseiller, c'est quand même d'aller poser des questions au sein de l'atelier pour savoir si on n'a pas des personnes qui ont déjà une machine chez eux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que très souvent, sur les lignes de production, il y a déjà les petites pièces imprimées en 3D avec des petites machines pour particuliers, sur des petits posages, des petites choses pour venir s'enlever un irritant. Ça, typiquement, ça peut être une très bonne personne porteuse du projet autour de la 3D parce qu'il a déjà les visuels, il a déjà fait ça pour lui en perso. Et après, on va avoir également
des centres de formation comme l'AFPA. Alors, vous savez, hein, l'imprimante 3D, c'est une nouvelle technologie. Il n'y a pas de formation qualifiante ou diplômante qui existe autour de la fabrication additive. Et il y a l'AFPA qui a lancé depuis 2018 justement une formation de technicien supérieur en fabrication additive. Chaque année, il y a des promotions qui sortent. Donc, nous, à Achima, on les a accompagnés depuis 2018 sur cette partie de polymère et dans la montée en compétences aussi des professeurs là-dessus, monter les cours, etc. Et du coup, ce qui nous fait qu'on va avoir un vivier déjà de stagiaires quand ils sortent de formation, mais après également de RH pour pouvoir les recruter directement sur des gens qui vont être formés sur toutes les technologies. Et ça, c'est intéressant, aussi bien de la résine, du polymère, du frittage, du métal, etc., etc. Donc, eux, ils ont également une vision 360 degrés. Et là, pour venir intégrer dans un Fab Lab, c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'il y a déjà toutes les compétences qui vont bien en fonction des technologies. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie d'installation et qui on va mettre derrière l'imprimante 3D. Il y a une barrière à l'entrée hein, qui est évidente, c'est effectivement la capacité de modélisation. Avant toute chose, il faut que ce soit quelqu'un qui ait la compétence de modélisation pour pouvoir utiliser l'imprimante 3D. Ouais, je reprends un peu la parole. Chez nous, on a les personnes. Voilà, sur un secteur, ça s'est bien mis en place. Pourquoi? Parce que le technicien, on va dire la référence technique qui était sur ce secteur-là, en fait, a participé connaissait pas forcément l'impression 3D. Quand on l'a acheté, il a été formé. Quand Alcima est venu nous former, il faisait partie de l'équipe. Et du coup, ça lui a permis de prendre conscience, en réalité, que c'était pas juste un jouet, c'était pas juste du plastique. Et du coup, après, cette personne qui avait ce référent technique, lui, quand il connaît ses machines mieux que quelqu'un méthode ou voilà, mieux qu'un ingé qui est entre guillemets, qui des fois reste un peu, qui reste dans son bureau, il connaît pas le détail sur toutes les machines, sauf quand il doit y aller. Voilà. Et en fait, cette personne-là dit bon, ouais, en fait, oui, l'application, je la vois là, je la vois là, je la vois là, je la vois là. Il avait des yeux, un spectre bien plus grand que moi. Moi, j'avais des idées d'application, mais pas les mêmes que lui. Et du coup, cette personne, elle a, alors, sur des objets simples, sur la conception 3D simple, du coup, elle a même pu se débrouiller toute seule en autonomie et lancer l'imprimante en libre service. Hein, voilà. Et après, sur des trucs un peu plus compliqués, là, il me dit ok, Benoît, est-ce que tu tiens, je voudrais ça, comment tu penses le truc là, en fait, il passe par une fonction méthode ou un G, ou en tout cas, peu importe le nom qu'on y donne. Mais sur plein de petites applications, finalement, il était très autonome. Et au fur et à mesure, dans toutes les machines, on a vu des petits bouts de pièces qui sont arrivés. Aujourd'hui, on n'a plus une machine qui n'est pas équipée avec une ou 10, enfin, avec 5-6 pièces imprimées en 3D. Il faut le savoir, des machines de production qui tournent 24 heures sur 24. Voilà. Et c'est grâce à ça, enfin, en tout cas, ça a été ça a été le début du ruisseau qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une rivière et qu'on doit délivrer en réalité beaucoup de pièces, beaucoup de besoins. Voilà, en passant par un technicien. J'espère, Cyril, avoir mis peut-être un nom plus précis sur ce qu'il doit y avoir derrière la machine. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en termes, juste pour finir de compléter, puis je vois qu'on arrive au bout de la présentation, c'est vrai que pour aller chercher de l'application sur vos lignes de production pour faire de l'amélioration continue, rien de mieux que de venir questionner vos opérateurs. Hein. Moi, je vois effectivement souvent des responsables méthodes qui voient leur chaîne de production de manière globale et générale, qui pensent à des applications de manière globale et générale, mais à chaque fois qu'on va venir utiliser une machine, on peut avoir des irritants, on peut avoir des positions qui ne se font pas bien, etc., etc. Et là, il n'y a que les opérateurs qui sont dessus tous les jours et qui vont galérer ou non avec la machine tous les jours qui vont être capables de vous faire remonter l'information. Et ça, c'est hyper important de prendre le temps d'aller questionner vos équipes directement sur les lignes. En fait, il faut que le manager il fasse sa transition très. En fait, tout à l'heure, quand je vous montrais la VSM, en fait le manager, il n'a plus qu'à faire pivot entre l'opérateur et on va dire la personne qui dessine. Limite, il s'occupe. Bon, après, s'il veut avoir un œil sur son process ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais en fait, la discussion, elle se fait en 5 minutes. Enfin, moi, je vois encore ce matin, hier matin, je ne vais pas raconter trop, mais hier matin, je passe, il y avait une problématique sur un truc. Ils me disent ok, là, on est embêté, ça nous pose souci. Je dis ok, j'avais un cahier dans la main, j'ai pris une feuille, j'ai dit ok, est-ce que ça, un truc comme ça, tu penses que ça peut marcher à l'opérateur? Donc là, du coup, j'ai fait manager et homme méthode dans ce cas-là, hein, la joie des PME. Je dis ok, écoute, je te le dessine et je te le fais, tu laisses cet après-midi. Voilà, et en fait, alors qu'avant, j'aurais été obligé de me dire faut que j'aille voir le gars de la mécanique interne, que je lui explique ce que je veux. Après, il va falloir qu'il trouve le temps de le faire.
il va peut-être falloir commander les pièces qu'il faut pour le faire. En vrai, moi, dans ma tête, c'est une grosse charge mentale en disant oui, il va falloir que je suive le projet, bam, bam. Là, en fait, le projet, j'ai fait mon schéma papier, je l'ai dessiné sur ordinateur. De toute façon, il aurait fallu le faire. J'ai fait imprimer, j'ai paramétré mon slicer. Voilà, ça m'a pris 3-4 minutes. J'ai lancé l'impression, je suis allé manger et je suis revenu, c'était bon, quoi. Problème résolu. Dans ma tête, j'avais effacé la ligne. Voilà, et ça, c'est hyper confortable. Ça, c'est confortable. Enfin, C'est sûr. c'est super confortable. Après, dans une grosse structure, voilà, le manager, il dit OK, tu vas être l'homme méthode, tu fais ton truc, ça vous va, vous êtes tous les deux contents, et basta, quoi. On avance, on essaye. Et puis si ça marche pas, bah, on enlève. Il y a aucun. Mais en tout cas, la ligne, elle est barrée tout de suite. En fait, on n'a pas parlé de charge mentale, mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, c'est hyper confortable. Parce que tous ces petits bobos, hop, on les efface. Ils arrivent, on les efface rapidement. Voilà. Puis dans les organisations, il y a toujours des geeks. Hein. Il y a toujours un geek un jeune. Plus les organisations sont grandes et plus vous avez un geek qui a des geeks qui ont des imprimantes à la maison, qui n'en parlent jamais d'ailleurs, et qui peuvent se révéler le jour où l'entreprise décide d'investir. Ouais, tout à fait. Bon, eh ben, écoutez, très bien. Je vois qu'on arrive au bout. On a un petit peu dépassé le temps. Je tenais à tous vous remercier, à tous les participants. Merci, Benoît, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. On va l'enregistrer et elle a été enregistrée. On va la rediffuser sur les réseaux, probablement sur YouTube également. Donc, on vous enverra de toute façon un message. Merci à tous et excellent vendredi. Bien. Au revoir tout le monde.